Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille François Asselineau, président de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Bonsoir. Bonsoir. Alors l'UPR, une formation politique que vous avez créée en 2007 et qui a pour cheval de bataille de faire sortir la France des traités européens. Nous verrons avec vous pourquoi et comment dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 26 juin. Les producteurs d'œufs sont inquiets. Les prévisions du ramadan ont été faussées par une importation plus forte que convenu. Des milliers d'œufs risquent de terminer à la poubelle et la colère gronde. Depuis 2 jours, l'Agence française de développement AFD a organisé un séminaire avec des acteurs économiques de la région. L'occasion de faire le bilan et d'envisager l'avenir de notre économie. Le Scola Rugby est un projet académique mis en place par le vice-rectorat de Mayotte. L'objectif, faire découvrir ce sport et trouver les futurs champions de demain. Reportage à la fin de notre édition. Depuis le début du ramadan, l'inquiétude grandit chez les producteurs locaux d'œufs. Alors que des prévisions avaient été faites il y a plusieurs mois pour éviter toute pénurie, la situation est aujourd'hui des plus préoccupantes. En effet, les producteurs locaux à qui on avait promis de pouvoir écouler leur production doivent désormais faire face à l'importation. La Comavi, la coopérative mahoraise d'aviculture, et la SCAM, la société civile avicole, qui craignent des pertes considérables, ont alerté les pouvoirs publics. Reportage Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Fred Souleymana. L'anticipation risque finalement de porter préjudice aux producteurs locaux. Aujourd'hui, les producteurs d'œufs n'arrivent pas à écouler leur stock. En cause, les engagements pris en amont du ramadan n'ont pas été tenus, comme nous l'explique ce gérant. Vous avez pu voir, on dépasse un stock de 400 000 œufs. Malgré les réunions pré-ramadan qu'on fait tous les ans avec les grandes surfaces, les pouvoirs publics. Et actuellement, il y a des grandes rentrées d'importation d'œufs qui cassent le marché. Donc nous, on se retrouve avec 400 000 œufs en stock qu'on est obligé de brader, donc pas de marge. C'est le même problème pour tous les éleveurs. Je pense que la production locale passe quand même avant les importations. Et donc on attire l'attention des grandes surfaces pour diminuer leur importation pour l'instant. Et on a rempli notre provisionnel qu'ils ont eu, que tout le monde a eu, en tout cas en ce qui nous concerne. Les professionnels avicoles sont obligés de brader les œufs face à la concurrence liée à l'importation. Certaines grandes surfaces se fournissent à la Réunion au détriment des producteurs locaux pour qui les marges sont déjà très faibles. Le risque de jeter des milliers d'œufs inquiète au plus haut point. Ce serait quand même le comble de jeter des œufs de la production locale qui ont été planifiés des mois et des mois en avance. Et on a calé notre prévisionnel avec le réel. Donc on a démarré des poulades pour être rentré en pont au ramadan. Et voilà, donc j'attire encore l'attention de tout le monde pour essayer d'arranger les choses et d'arrêter les importations. Aujourd'hui, vous allez dans les grandes surfaces, on n'a que des œufs d'importation. Des importations qui posent problème et qui s'ajoutent à d'autres bien connus à Mayotte. À ça se rajoute le phénomène de vol qu'on a eu, ça fait 15 jours, donc qui nous a handicapés financièrement parce qu'on a un camion de partie, on a tout notre matériel informatique qui a été volé, donc on a perdu 100 000 € dans la nuit. Ces gens-là qui ont été pris dans les caméras ont leurs photos, on les connaît, on connaît leurs adresses, mais curieusement, ils ne sont pas arrêtés. Ça devient quand même pénible d'entreprendre à Mayotte dans ces conditions-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je pense que les pouvoirs publics ont des questions à se poser et puis à répondre aux entrepreneurs. Une réunion avec le président de la Chambre du commerce a eu lieu le 30 mai dernier. Ce dernier a par la suite rencontré le préfet pour évoquer le problème. Mais les professionnels avicoles attendent toujours d'avoir des réponses et menacent d'entamer des actions d'envergure dans les tout prochains jours. À la demande de la préfecture, l'Assemblée générale d'Aquamaï, seule structure de l'île qui produit des alevins, avait été reportée au 26 juin. La date butoir était donc fixée à aujourd'hui. La séance a bien eu lieu malgré l'absence remarquée des services de l'État et du parc naturel marin. Les conclusions sont tombées et Aquamaï a été placé en redressement judiciaire. La filière est donc toujours en sursis, mais le conseil départemental a mis la main à la poche en attribuant à l'association une aide exceptionnelle de 130 000 €
On écoute Dominique Marot, le président de l'association qui se trouve actuellement en métropole. L'entretien ayant été fait par téléphone, excusez-nous par avance pour la qualité du son. Oui, mais c'est là où moi aujourd'hui ça me reste un petit peu amer. Le fait qu'on m'appelle, on me dit oui, M. Marot, vous pouvez reporter l'AG jusqu'au 26. J'ai essayé de voir avec la commission de compte pour pouvoir vraiment avancer l'AG et qu'aujourd'hui je reste sur ma fin, qu'il n'y a aucun représentant de l'État dans cette AG. Je trouve dommage, je n'ai pas compris le pourquoi et le comment. Mais bon, la vie continue. De toute façon, aujourd'hui, je sais que je ne suis pas tout seul. J'ai le département de Mayotte qui est là, qui va nous soutenir. Il y a déjà des responsables aujourd'hui qui savent l'intérêt de cette association. Et j'ai confiance. Vous êtes optimiste ? J'ai confiance et je sais que l'avenir nous dira. Depuis 2 jours, l'Agence française de développement organise un séminaire régional océan Indien sur la microfinance. Ces réunions qui se tiennent à la mairie de Mamoudzou rassemblent des spécialistes des microfinances venus d'Afrique et de Madagascar. L'objectif est de mener des travaux de réflexion sur les problématiques du secteur de la microfinance en identifiant tous les secteurs informels de développement économique des États inscrits à l'AFD. Davantage de précisions dans ce reportage de Shakila Youssouf et Fred Souleymana. Les différents acteurs présents ont à cœur de contribuer à l'évolution de leur territoire. Spécialisés en économie ou entrepreneurs, depuis ce jeudi, ils se penchent sur la question de savoir comment, à travers les dispositifs de la microfinance, lutter contre l'exclusion sociale et comment identifier tous les acteurs des secteurs informels. Depuis 19 ans, l'ADI finance de nombreuses petites entreprises de l'île, l'occasion de faire un bilan de leurs travaux qui serviront aux institutions économiques. On a une grosse activité de microcrédit à Mayotte parce qu'on a financé par exemple en 2014 plus de 1000 entreprises. Il y a plus de 1000 entreprises qui ont été financées par l'ADI à Mayotte en 2014. On a prêté à ces 1000 entreprises plus de 6 millions d'euros prêtés. Donc c'est le département d'outre-mer où on a la plus grosse activité de microcrédit à l'ADI, notamment parce que ça répond correctement aux besoins de la population, aux besoins de la population mahoraise. Et aussi, ça s'explique par le fait que l'ADI est très connue au niveau des Mahorais et que beaucoup de Mahorais ont pu, depuis 1996, bénéficier du microcrédit accompagné de l'ADI. De nombreuses dispositions de microfinance mises en place par l'ADI ont permis à plusieurs petites entreprises de subvenir aux besoins de leur famille, mais aussi de participer au développement de Mayotte. En ce sens, tous les acteurs présents au séminaire mènent des recherches pour identifier toutes les personnes susceptibles de participer par une activité au secteur informel de l'économie. Pour le dispositif Enquête 1-2-3, c'est une méthode qui permet d'approcher le secteur informel sans connaissance a priori. Donc sans forcément, même si on ne connaît pas toutes les entreprises d'un territoire, on peut avoir une approximation de l'ensemble du secteur informel en passant par cet outil. Ensuite, on a essayé de présenter quelques résultats qui reviennent et qui font état d'un point important du secteur informel dans la quasi-totalité des pays dans lesquels ces enquêtes ont été effectuées. On voit que les micro-entrepreneurs qui sont dans l'informel, leur principale préoccupation, c'est en général accès à des ventes en gros et un accès au crédit, plus que pouvoir embaucher. Comment aider les populations à développer les activités économiques? La question mérite bien ces 2 jours de séminaire à Mayotte. Les différents acteurs économiques de la zone en ont profité pour se rencontrer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le programme est chargé. Demain matin, on va examiner les obstacles au développement de la microfinance. Donc là, on va voir les freins, les problèmes réglementaires, les problèmes de connaissance de ces populations. Et puis demain après-midi, nous ferons une synthèse avec une sorte de feuille de route qui va essayer de voir les travaux complémentaires qu'on peut faire pour mieux connaître le secteur de la microfinance et l'aider à se développer. Et puis favoriser aussi la coopération parce que c'est quand même l'objectif principal de ce séminaire, c'est de favoriser la coopération entre les acteurs de la microfinance dans la sous-région. Lutter contre l'exclusion sociale, aider les jeunes à créer ou à trouver de l'emploi, l'ADI permet chaque année à 1000 entreprises à continuer leur activité. Présente dans 50 États du monde, l'AFD souhaite continuer à jouer un rôle majeur pour l'avenir de nos territoires, une aide précieuse pour le 101e département.
Le stationnement pose de plus en plus problème dans le chef-lieu. Ainsi, afin de répondre aux attentes de la population, les élus municipaux s'attaquent à la problématique pour mettre en place une vraie politique de stationnement. Ce matin, l'ingénieur en charge des études a exposé l'ensemble des batteries de mesures qui pourraient être réalisées pour différents parkings. Des projets compliqués mais pas impossibles. Reportage Akila Issouf et Leslie Vimné. Le trafic dans le chef-lieu engendre des bouchons de plus en plus conséquents sur les routes. Cette nouvelle voiture circule chaque jour à Mayotte. Alors, même s'il existe peu d'espace pour réaliser des parkings, la nouvelle équipe municipale souhaite agir en faveur du stationnement. Ce matin, un ingénieur spécialisé dans la construction de parkings a présenté ses études menées pour la réalisation des projets. Il y a beaucoup de choses possibles à faire. Ça peut aller donc de la mise en place de stationnements réservés pour les livraisons qui soient plus lisibles que ce qui existe aujourd'hui, le stationnement réservé pour les personnes à mobilité réduite, le stationnement réservé pour d'autres types d'usagers particuliers, et puis ça peut aller à une organisation du stationnement sur voirie pour l'ensemble des usagers. Il y a peut-être certaines rues de Mamoudzou qui mériteraient d'avoir un stationnement, ce qu'on appelle en termes professionnels un stationnement rotatif, où on a plus de voitures qui viennent dans la journée, et donc ce stationnement rotatif, il y a plusieurs techniques qui peuvent le mettre en place, et on pense bien entendu à la zone bleue traditionnelle. Après plusieurs propositions de stationnement faites à la mairie, le maire de la municipalité tranchera et choisira quelle mesure correspondra pour sa commune. C'est avec enthousiasme et motivation que l'élu en charge des travaux s'exprime à notre micro. 56% des gens qui travaillent sur Mamoudzou, auprès de 60%, ils ne sont pas de Mamoudzou, ils viennent d'ailleurs. Et que souvent, pour 77%, il y a des gens qui amènent leur voiture de domicile jusqu'ici, même pour un petit trajet. Donc en matière de stationnement, il y aura un schéma qui sera fait. En matière de déplacement, on est en train de finaliser le plan de déplacement. Et il y a aussi un schéma de transport. Donc les trois sont liés. Il faut savoir aussi que dans ce domaine-là, notamment de stationnement, on peut avoir des financements privés. Donc on peut avoir des cofinancements. Et tout cela sera fait, mais ça ne se fera pas en un jour. L'attractivité économique est ralentie par la difficulté de circulation de l'ensemble des automobilistes. Ainsi, pour améliorer le service aux usagers, il est impératif d'organiser l'espace public en implantant des parkings publics et privés. Plus de 55% de la population travaille à Mamoudzou, mais n'y réside pas. Il est donc impératif d'améliorer la fluidité des automobilistes en organisant et en appliquant un certain nombre de règles de stationnement. En outre, le cabinet devra rendre son travail d'étude avec une série de propositions de parking de stationnement. Affaire à suivre. François Asselineau, président de l'UPR, l'Union populaire républicaine, est arrivé à Mayotte ce matin. Après une première étape à La Réunion où une soixantaine d'adhérents sont comptabilisés, le patron de l'UPR vient aujourd'hui à la rencontre des Mahorais afin de leur expliquer l'importance de sa démarche. Une démarche qui vise principalement à faire sortir la France des traités européens, comme nous l'expliquent les membres de l'UPR établis dans le 101e département. Les images sont signées Leslie Vimné et Pierre Bellucci. Redonner à la France sa pleine souveraineté, voilà le cheval de bataille de l'UPR, l'Union populaire républicaine. En effet, pour les membres du parti, depuis son intégration dans l'Europe, l'Hexagone a perdu une large part de son pouvoir de décision, ce qui par là même a réduit de manière conséquente son pouvoir d'action. Les manettes qui sont en fait la souveraineté de la France ont été transférées à l'Union européenne et à ses dirigeants. Et aujourd'hui, les élites qui nous gouvernent ne peuvent plus vraiment, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils ne peuvent plus vraiment rien faire pour vraiment aider la France à sortir de son marasme économique, du chômage, de la désindustrialisation. Pour les adhérents de l'UPR, il est donc impératif que la France sorte de l'Union européenne, chose que d'autres pays ont pour leur part déjà envisagée, à l'instar de la Grande-Bretagne et de l'Autriche, qui prévoient de soumettre la question de leur maintien ou non dans l'Union européenne à un référendum. Et même si en France le sujet n'est pas du tout d'actualité, pour les partisans de l'UPR, sortir de l'Union européenne et de la zone euro serait pourtant la meilleure équation pour redresser la situation du pays, d'autant que sur le plan juridique, rien ne s'y oppose. Déjà du point de vue juridique, il y a l'article 50 des traités européens qui permet à tout État d'en sortir. Alors il y a une procédure à suivre, mais déjà c'est parfaitement légal. Nous sommes évidemment un parti tout à fait légaliste.
Et deuxièmement, du point de vue financier, alors si on regarde les choses de manière simplement brute, le fait que la France sorte de l'Union européenne, ça va nous rapporter de l'argent, dans la mesure où nous donnons plus d'argent à l'Union européenne qu'elle nous en rétrocède. Et, après, évidemment, il va y avoir des changements au niveau économique, des douanes, etc., etc. Mais tous ces changements, nous pensons qu'une fois que nous aurons retrouvé notre souveraineté, nous pourrons plus facilement faire face aux défis économiques qui nous sont posés. Bien évidemment, défendre et sauvegarder les intérêts de la France vaut tout autant pour ses départements et territoires d'outre-mer. Mayotte ayant pour sa part accédé au statut de région ultra-périphérique en 2011, qu'en sera-t-il alors de toutes ces aides venant de l'Europe qui lui sont promises? Là encore, les adhérents de l'UPR se veulent rassurants. Il faut que les Mahorais prennent bien conscience que l'argent que la Commission européenne peut éventuellement attribuer à Mayotte, ce n'est rien d'autre que l'argent des Français qui a transité par Bruxelles, qui au passage prend sa dîme pour son fonctionnement propre, ainsi que pour reverser une partie de l'argent essentiellement aux pays de l'Est. Donc le fait que Mayotte ait maintenant à traiter ses affaires avec l'Union européenne, ça change pas grand-chose au problème. À Mayotte, le parti enregistre aujourd'hui 5 adhérents, mais bien entendu ne compte pas s'arrêter là. Porte à porte, conférences et autres rencontres politiques, rien ne sera laissé au hasard pour convaincre de nouveaux adhérents. À voir maintenant ce qu'en pensent les Mahorais, qui souvent ont déjà bien du mal à s'y retrouver, tant les formations politiques à Mayotte sont particulièrement nombreuses et variées. Avec nous sur ce plateau, François Asselineau, qui est le président de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Alors, on a vu dans le reportage, le but de votre formation politique est principalement de faire sortir la France des traités européens. Donc, on parle ici de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Pourquoi ? Eh bien, comme ça a été dit, très bien dit d'ailleurs par nos adhérents qui sont à Mayotte, il s'agit d'abord et avant tout de redonner aux Français la démocratie, parce que la démocratie leur a été volée. Les traités européens nous imposent une politique unique en matière économique, en matière sociale, en matière diplomatique, en matière militaire, de telle sorte que lorsque les Français votent à droite ou lorsqu'ils votent à gauche, en réalité, ils ont exactement la même politique qui est une catastrophe. Rappelez-vous, lorsque les Français ont élu Nicolas Sarkozy, il avait été élu en disant qu'il allait faire baisser le chômage. Lorsqu'il est arrivé à l'Élysée, il y avait 1 900 000 chômeurs de catégorie A. Lorsqu'il est parti, lorsqu'il a été remplacé par François Hollande, il y en avait 2 900 000. Et maintenant, nous en sommes à 3 600 000. Donc les Français considèrent, et ils ont raison, que lorsqu'ils votent à droite ou à gauche, ils ont toujours la même politique qui est en train de les appauvrir. De les appauvrir parce que les traités européens, en fait, nous ouvrent sur le monde entier sans aucune protection. Et il y a des articles des traités, notamment l'article 63, je suis précis, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit tous les contrôles des mouvements de capitaux, ce qui est la porte ouverte à toutes les délocalisations et à l'effondrement de l'industrie en métropole, mais aussi dans les départements d'outre-mer. Alors vous parlez des partis de droite et de gauche. Votre parti a été classé divers. Quelle est la différence? Comment vous vous positionnez? Parce que nous attirons les Français de tous les bords, des Français de droite, du centre et de gauche, pour ce mouvement provisoire qui s'inspire un petit peu de ce que fut la résistance française dans les années 40, parce que nous avons le même objectif qui est de rendre aux Français leur souveraineté, leur droit à décider de leur avenir collectif. Nous avons un programme qui d'ailleurs ne s'arrête pas à la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ce sont des choses très importantes, bien entendu. Mais nous avons un programme de justice sociale, un programme de renforcement des services publics, parce que vous savez que l'Union européenne est en train en ce moment de détruire nos services publics, de détruire nos acquis sociaux. Vous avez entendu parler de la loi Macron, par exemple. Ce ne sont que l'application des directives européennes. Alors aujourd'hui, on parle très peu de votre parti. Comment vous allez vous y prendre pour que les Français adhèrent à ce que vous faites? D'abord, on parle très peu parce que nous sommes encore un mouvement récent, mais nous sommes un mouvement en très forte croissance. Notre site upr.fr est désormais le 2e site le plus consulté de tous les partis politiques français. Après le Front National. Après le Front National, mais avant l'UMP, avant le PS, etc. Et puis comme ça change tous les jours, je pense que nous dépasserons bientôt le Front National. Et pourquoi ceci? Parce que, en fait, nous nous adressons à l'intelligence des gens.
Il n'y a pas de slogan chez nous. Moi, je fais des conférences qui sont d'ailleurs sur Internet, que les gens peuvent voir sur le site upr.fr, et où nous expliquons aux gens ce qui se passe, quel est le fondement même des problèmes que nous rencontrons. C'est-à-dire, je vais faire 2 conférences à Mayotte. Je vais en faire une au Caribou, à Mamoudzou, à 14h demain, sur le sujet « Qu'arrive-t-il à la France et à Mayotte ?» Et les gens qui viendront pourront découvrir beaucoup d'informations qui ne leur sont pas données. Et puis après-demain, je donnerai au Coropa, je donnerai également à 14h une autre conférence sur le thème « Les partis politiques français respectent-ils votre intelligence ?» Et je montrerai aux Mahorais comment en fait on se moque d'eux et comment en fait les partis politiques leur racontent en fait des balivernes. Alors vous parlez de Mayotte, ce qui se passe à Mayotte. Alors on le sait, Mayotte s'est battu pendant plus de 50 ans pour accéder au statut de département et par là même au statut de RUP. Comment leur expliquer aujourd'hui qu'il faut en sortir de l'Europe ? Mais attendez, ils vont rester un département de la République française, bien entendu. Mais on va leur expliquer tout simplement que l'Europe, l'Union européenne, est en fait une arnaque. Parce que je voudrais revenir sur quelque chose. J'ai vu par exemple ce document où on explique, la préfecture a expliqué récemment qu'il allait y avoir des fonds de l'Europe. L'Europe s'engage à Mayotte. On apprend que royalement, l'Europe va donner 10 millions d'euros sur 6 ans. C'est une misère pour développer le tourisme dans l'île. Alors ce qu'il faut que les Mahorais comprennent, c'est le fonctionnement. L'Europe, elle ne produit pas d'argent. Ce n'est pas les fonctionnaires qui sont à Bruxelles qui sortent de l'argent. D'où vient l'argent de l'Union européenne ? L'argent de l'Union européenne est versé par les États de l'Union européenne. Et comme l'a dit tout à l'heure l'un de nos adhérents, il l'a très bien dit, en fait la France donne beaucoup plus d'argent à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit. Pour être précis, l'année dernière, nous avons donné 24 milliards d'euros à Bruxelles, et Bruxelles nous a restitué sous la forme des fonds du FEDER notamment, ou bien de la politique agricole commune, ou bien l'aide aux régions, l'aide aux départements, l'aide aux chercheurs, l'aide aux entreprises. Bruxelles nous a restitué 14 milliards d'euros. Faites la différence, 24 moins 14, ça veut dire qu'on a perdu 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros qui ont servi à financer des pays qui sont des pays de l'Est, mais aussi des pays qui sont en dehors de l'Union européenne. Il faut que les Mahorais comprennent ceci. Par exemple, en début de cette année, le président de la Commission européenne, M. Juncker, a annoncé que l'Union européenne allait donner 1,8 milliard d'euros à l'Ukraine. Vous savez ce qui se passe en Ukraine actuellement, c'est un pays qui est en train de nous entraîner vers la guerre contre la Russie, et c'est un pays où il y a un gouvernement qui a des alliances avec des néo-nazis. La France, elle paye 1/6 du budget de l'Union européenne. Faites un calcul, ça veut dire que les contribuables français vont verser en fait 300 millions d'euros cette année à l'Ukraine. Vous vous rendez compte ? 10 millions d'euros en 6 ans seulement à Mayotte. Ce que nous proposons, c'est que lorsque l'on sera sorti de l'Union européenne, nous aurons cet argent, et bien nous l'attribuerons d'abord et avant tout au territoire de la République française qui en ont besoin. Je suis arrivé ce matin, la première chose que j'ai constatée, par exemple, c'est qu'à Mayotte, il n'y a pas d'éclairage public sur les routes. C'est absolument invraisemblable. J'ai constaté aussi qu'il y a ça manque considérablement de logements sociaux. J'ai constaté également qu'il n'y a pas de vol Paris-Dzaoudzi. Ça n'est pas normal. Tout ceci, il faut que le département de Mayotte devienne un département français comme les autres. Il faut faire des dépenses publiques très importantes. Ceci passe naturellement par des fonds. Mais nous, ce que nous disons, c'est que les fonds, nous les avons, mais au lieu de les donner à l'Ukraine, au lieu de les donner aux Pays-Baltes, on va d'abord les donner à ceux qui en ont besoin, à commencer par le département de Mayotte. Alors, vous semblez avoir un programme très précis concernant Mayotte. Qu'avez-vous à dire concernant l'immigration ? Quelles seraient vos propositions que vous ferez aux Mahorais ? Alors, sur l'immigration, il y a un vrai problème, effectivement, avec la zone. Ce qu'il faut, je pense, c'est faire respecter la loi. Et en particulier, effectivement, il faut reconduire à la frontière les immigrés clandestins, parce que Mayotte ne peut pas accueillir des centaines et des centaines de milliers d'habitants de la région. Ça, c'est bien évident. Il faut certainement renforcer, d'ailleurs, les contrôles aux frontières, procéder à des reconduites à la frontière. C'est ce qu'il fait déjà, mais avec quels moyens ? Il me semble que le Premier ministre français est venu il y a quelques jours, il a annoncé, je crois, 14 gendarmes, 16 gendarmes, c'est une plaisanterie. Alors ça veut dire que le Premier ministre français, M. Manuel Valls, ne connaît pas le sujet. Mais qu'il en faudrait plus. Mais il en faudrait davantage. M. Valls, il a fait quoi ? Il a fait que passer en coup de vent, n'est-ce pas ? Moi, je passe pas en coup de vent. Je viens y passer plusieurs jours, je viens écouter les gens. D'ailleurs, lorsque M. Valls, vous savez, à l'île de la Réunion, il a dit qu'il était content d'être dans cette belle île du Pacifique. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous voyez que le Premier ministre français ne connaît même pas la géographie ? Comment est-ce qu'il pourrait connaître les dossiers ? Alors aujourd'hui, combien d'adhérents compte votre parti ? On sait qu'à La Réunion, une 60aine, à Mayotte, 5 ou 6.
à l'échelle nationale? Alors à l'île de la Réunion, maintenant nous en sommes à plus de 80. J'en profite pour dire d'ailleurs qu'aux élections européennes de l'année dernière, nous avons fait 1% des suffrages dans la zone outre-mer et 1,18% à l'île de la Réunion. Au niveau national, nous avons maintenant, dans quelques heures je pense, on va franchir le cap des 8000 adhérents. Et nous avons fait plus de voix l'année dernière que le nouveau parti anticapitaliste de M. Besancenot, qui est plus connu sur les médias nationaux. Et nous avons désormais plus d'adhérents que les Verts et que le NPA. Rendez-vous aux élections régionales. Alors je sais qu'il n'y a pas d'élections régionales à Mayotte, mais nous allons être présents aux élections régionales partout en France et à La Réunion. Vous allez voir, vous allez constater que notre mouvement est sur une tendance très fortement croissante, parce qu'encore une fois, nous rassemblons des Français qui veulent que la France redevienne la France. Si vous me le permettez. Je voudrais insister aussi sur un autre élément, c'est que nous voulons sortir de l'OTAN, parce que nous sommes en faveur de la paix du monde. Parce que l'Union européenne, elle place la France sous la tutelle de l'OTAN. Ça, c'est l'article 42 du traité de l'Union européenne. Et vous savez ce qui est en train de se passer ? La France est en train d'être entraînée par les États-Unis dans des guerres illégales, dans des guerres d'agression contre le monde musulman et contre la Russie. Et ça, nous voulons arrêter ceci. Vous avez vu que les États-Unis ont quasiment pris le pouvoir en France. On a appris il y a 2 jours que Washington se permet d'écouter les présidents de la République française. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Du temps de Charles de Gaulle, vous savez ce qui se serait passé. On aurait immédiatement rappelé notre ambassadeur à Washington. On aurait demandé à l'ambassade des États-Unis de démanteler tout son système d'écoute. Ce que devrait faire le gouvernement français actuel, c'est effectivement rappeler son ambassadeur, arrêter immédiatement toutes les négociations sur le TAFTA et engager la procédure de sortie de l'OTAN qui est en train de devenir désormais une espèce d'armée au service de l'impérialisme américain. Alors ce matin, une nouvelle attaque terroriste a frappé la France. Un homme a décapité son employeur et a foncé dans une usine de produits dangereux, chimiques. Alors quelle est votre réaction face à ces événements ? Face à ces événements, c'est une horreur, bien entendu. Il faut retrouver celui qui a commis ce crime et puis le juger. Et puis, si c'est bien lui le coupable, le condamner, bien entendu. Voilà. Mais moi, ce que je trouve un petit peu curieux, si vous voulez, c'est que l'on monte en épingle. Alors, nous condamnons bien sûr le terrorisme. Mais il ne faut pas non plus monter en épingle ce genre de choses pendant qu'on fait silence sur ce qui se passe ailleurs. Savez-vous, par exemple, que Daesh et les mouvements de l'État islamique qui sévit au Moyen-Orient, qui l'arme ? Qui le finance ? C'est pas bien difficile. Allez sur Internet, allez consulter les sites spécialisés. Derrière, vous avez l'Arabie Saoudite et le Qatar. Derrière, vous avez les pays occidentaux qui à la fois financent et le combattent. En réalité, qui est-ce qui a détruit la Syrie ? Qui est-ce qui a détruit la Libye ? Pourquoi y a-t-il des flux d'immigrés en ce moment qui veulent entrer en Europe ? C'est justement parce que les pays occidentaux, s'agissant de la Libye par exemple, et c'est là la France et l'Angleterre qui se sont livrés à une guerre d'agression illégale, qui ont ruiné le régime de Kadhafi. Je ne suis pas là pour défendre le régime de Kadhafi ou celui de Bachar el-Assad en Syrie, mais en ruinant le régime de Kadhafi, ils ont déstabilisé le Machrek, déstabilisé le Sahel. Notre appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN est en train de nous placer sous la tutelle des États-Unis d'Amérique et de nous entraîner à faire cette guerre. Nous avons une vision d'une France universelle, ouverte sur le monde, renouant avec ce qui était la politique arabe de la France dans les années 60, renouant avec également une politique d'amitié et de coopération avec la Russie, mais aussi avec la Chine, avec l'océan Indien, avec les pays d'Amérique latine. Merci beaucoup François Alcellino. Je rappelle que vous êtes le président de l'UPR, l'Union populaire républicaine, avec ces 2 conférences prévues, si vous voulez bien nous le rappeler. Donc une conférence demain à Mamoudzou au Caribou, avec la thématique, ça sera « Qu'arrive-t-il à la France et à Mayotte ?» et où j'entrerai dans le détail et les personnes qui viendront m'écouter découvriront plein d'informations qu'ils ne connaissent pas. C'est à 14h. Et puis après-demain, donc c'est au Coropa, toujours à 14h, et une conférence qui sera à la fois amusante mais très intéressante, où je montrerai comment les électeurs se font duper par les fausses promesses et comment nous sommes différents des autres. À bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Alcellino. Des turbulences à la police nationale, des pertes considérables pour Air Madagascar, c'est également dans l'actualité de ce vendredi 26 juin. Davantage de précisions avec Pierre Bellucci. Les tensions sont vives au commissariat où un conflit ouvert s'est déclenché entre les fonctionnaires mahorais et la direction départementale assurée par le commissaire Misignac. L'affront est parti d'un courrier adressé au préfet par le commissaire décrivant les problématiques rencontrées en zone police et relatives aux phénomènes délinquants.
Sans détour, Philippe Misignac évoque l'implication des mineurs, les étrangers, les vols par effraction et autres violences, sans oublier le rôle majeur des drogues non classifiées. Les chiffres sont là et le constat est sans appel. Il évoque la police municipale peu structurée et sans moyens et l'insuffisante prise en charge des mineurs délinquants avant de se tourner vers sa propre circonscription et les problèmes internes au commissariat. Une petite phrase abordant le niveau moyen, voire faible des policiers mahorais aura mis le feu aux poudres, les fonctionnaires locaux menaçant de reproduire ce qui s'est passé en 2001, à savoir ne pas défiler le 14 juillet. Le sénateur Thani Mohamed Soilihi est toujours sur le pont et à l'œuvre pour défendre la cause mahoraise à Paris. Ainsi, mercredi en commission des lois, il a fait adopter 2 amendements d'une grande importance pour le département. Alors que Mayotte traverse ces dernières semaines une crise sociale, le sénateur de Mayotte a obtenu la mise en place effective des tickets restaurants réclamés depuis si longtemps, ainsi que le travail temporaire ou travail intérimaire appelé de ses voeux par le MEDEF. Il s'agit là d'une première avancée majeure, mais rien n'est toutefois acquis. Le texte et les propositions doivent maintenant être adoptés en séance au Palais du Luxembourg et ensuite à l'Assemblée nationale. Selon le ministre malgache des Transports, la compagnie Air Madagascar serait en cessation de paiement après avoir perdu 3,5 millions de dollars depuis le début de la grève qui paralyse une partie de ses activités. De nombreux vols ont été annulés et des milliers de passagers sont restés bloqués sur le territoire malgache. La compagnie nationale ne serait plus en mesure de faire face à ses obligations financières, notamment le paiement du salaire des employés. Tout ou partie de l'effectif de la compagnie nationale risque à présent le chômage technique, tandis que les risques de disparition définitive pèsent plus que jamais sur Air Peut-être. Hier matin, une rencontre sportive s'est tenue au stade de Cavani entre des classes de CM2. Cet événement est le fruit d'un projet académique. 70 enseignants du premier degré ont en effet été formés à la pratique du rugby. Plus de 2000 élèves ont participé à ce projet au sein même des établissements, puis des circonscriptions. 9 classes ont ensuite participé aux phases finales. Une édition réussie qui en appelle d'autres dans les prochaines années. Reportage Jean-Nourdine Abdourahim, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. 4 classes, soit 12 équipes et 4 poules. Voici le programme de ces phases finales du Scola Rugby. La finale départementale a regroupé les 4 meilleures écoles de Mayotte. Mais une question demeure, pourquoi ce sport ? Alors pourquoi le rugby ? Pour plusieurs raisons. Enfin, déjà, il y a plusieurs activités avec lesquelles on travaille au niveau du rectorat, sur le Scola, ce qu'on appelle le Scola Foot, Scola Rugby, Scola Hand. Cette année, on a fait le choix du rugby. Peut-être qu'année prochaine, ça sera une autre activité. Ça partait surtout du fait que c'est une activité qui peut se pratiquer facilement, contrairement au hand ou au basket où il faut des terrains spécifiques. Là, un terrain simple suffisait. Et puis aussi, on avait donc un comité de rugby qui était très motivé et qui nous donnait des moyens matériels et humains suffisants pour qu'on puisse démarrer par cette activité-là. Donc ça n'empêche pas que... Et puis surtout, c'est une activité qui était fédératrice et qui plaît généralement à tout le monde. Au-delà du divertissement, l'événement permet au comité du rugby de promouvoir ce sport et de pourquoi pas détecter les futurs champions de demain. C'est un événement aussi qui permet au comité de détecter, plutôt de voir dans quelle région il y a des jeunes potentiellement bons pour jouer au rugby. Mais c'est aussi une journée fair play aux valeurs du rugby. Donc c'est important de signaler que le rugby c'est un sport de loyauté, d'intelligence et de courage. Donc tous les jeunes qui sont là aujourd'hui, ce sont les meilleurs de Mayotte. Le rugby est un sport aux multiples vertus. Courage, fair play, loyauté, mais aussi solidarité sont toujours au rendez-vous. Un événement que petits et grands ont su apprécier à sa juste valeur. Oui, malheureusement, on a perdu et on a quand même très bien joué. On a joué contre une équipe de Cavani aussi qui était très forte. L'ensemble de ce qui a été fait avec l'association du rugby à Mayotte, ils ont fait un gros travail de préparation qui nous a permis, nous aussi, le maître de poursuivre le travail. Donc ça, c'était très bien. Le tournoi, on l'a très très bien vécu. Au total, on a fait plus d'une vingtaine de rencontres. Ça s'est très bien passé. Ça a permis de développer vraiment un aspect sportif très intéressant aussi en classe. Voilà, on est très content. L'année prochaine, rebelote. L'année prochaine, l'événement pourrait à nouveau voir le jour
C'est en tout cas ce que souhaitent les organisateurs et les participants. Alors on espère que ce type d'opération pourra se renouveler. Donc comme je vous l'ai dit, peut-être pas forcément en rugby, mais on espère quand même que ce sera encore le rugby parce que comme je vous ai dit, le comité de rugby s'est vraiment investi et nous a vraiment aidé dans cette pratique. L'ensemble des enseignants et des élèves étaient très contents et ont beaucoup apprécié cette manifestation. Et donc on espère vraiment que ça pourra se renouveler l'année prochaine avec un peu plus d'ampleur encore. Pour ce qui est des récompenses, des ballons de rugby, des médailles et une coupe ont été offerts aux équipes. Tous ont déjà hâte d'être à l'année prochaine pour revivre ces moments si particuliers que seul le sport sait procurer. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Ornella Périne vous donnera les nouvelles du temps pour la journée de demain. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Elanziz Amidou, secrétaire général de l'UDFO. Il était ce matin au micro de Patrick Mian. Et dès lundi, c'est avec Pierre Bellucci que vous retrouverez l'actualité avec la présentation du journal. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à la rentrée prochaine. Excellente soirée à vous sur KTV.